pour faire 5% de rendement sur une allocation globale, que puis-je faire aujourd'hui ? Donc tu as une baisse du livret A et du LDD qui eux techniquement sont corrigés à l'inflation et la BCE elle va suivre aussi l'inflation. Donc tu as eu les livrets A qui sont passés à 1,5%, donc ils étaient à plus de 3 en 2024-2025. Et donc quels sont les vrais placements sécurisés en France et est-ce qu'on peut vraiment viser ce 5%? Avec des offres bonus on va y venir, on peut avoir des rendements à 5% net sur le fonds euro, voire un petit peu plus. En 2026 avec les nouvelles offres. Tout à fait, et puis si on se retrouve avec 50% de fonds euros, 50% d'obligations, on a un niveau de risque aux alentours des 1,6 sur l'échelle de 1 à 7, ce qui veut dire qu'on oscille sur une volatilité maximum, j'ai envie de dire, en termes de perte à moins 5, moins 10. Et encore, il faudrait vraiment que les obligations prennent une sacrée gamelle. Et aujourd'hui, sur l'art de la gestion patrimoniale et financière, on va parler des placements sans risque pour faire un rendement de 5% net. 5% net, j'ai bien dit, et je suis avec Axel Godet pour en parler, notre expert financier du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Alors commençons déjà par rappeler le contexte. Est-ce qu'il a un lien avec le rendement sans risque, Axel ? Alors oui, clairement, je pense que pour bien comprendre, il faut parler de deux choses différentes, donc les taux courts, les taux d'intérêt courts et les taux d'intérêt longs. C'est ce qui va driver un peu la performance des supports sans risque. Les taux d'intérêt courts, c'est les taux de la Banque centrale, donc la Banque centrale européenne en Europe et notamment la Fed aux USA. Ce qui s'est passé en 2025, c'est que les taux des banques centrales ont baissé. Donc les taux courts ont baissé, ça a un impact sur certains types de placements. Et les taux longs, donc les taux longs, c'est les obligations d'État. Tu as des obligations d'État sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans. Ça, c'est ce qu'on appelle les taux longs. Et on a eu un phénomène en 2025 où les taux courts ont baissé parce que l'inflation s'est calmée. Donc la BCE, on a ramené les taux vers les 2%. Et les taux longs sont restés stables, voire augmentés. L'OAT française, début 2025, on était vers les 3. Et en fin 2025, on a fini vers 3,5, 3,6. Donc tu as eu un phénomène de pontification de la courbe des taux. C'est pour ça que les banques d'ailleurs ont gagné beaucoup d'argent en 2025 parce qu'elles empruntent un taux court et elles prêtent à taux long. Donc ça a eu un impact sur les placements à taux court. Les taux courts ont eu un impact sur les placements court terme, dont on va parler livret A, etc. Et la stabilisation, l'augmentation des taux longs ont eu un impact sur un autre type de placement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien comprendre le fonctionnement des deux et pour mesurer l'impact et de voir ce qui est devenu has-been entre guillemets en 2026 et ce qui est toujours pertinent en 2026. Et du coup, ce changement de paradigme, il a eu quoi comme conséquence au final, Axel ? Eh ben alors, tu as une baisse de tout ce qui est taux sur les livrets. Donc, tu as une baisse du livret A et du LDD qui, eux, techniquement, sont corrigés à l'inflation. Mais la BCE, elle va suivre aussi l'inflation. Donc, tu as eu les livrets A qui sont passés à 1,5%, alors qu'ils étaient à plus de 3 en 2024-2025. Les comptes à terme qui ont baissé. Et par contre, les obligations d'entreprise et le fonds euro, les obligations d'État, par contre, et le fonds euro sont restés stables, voire augmentés. Ok, et donc quels sont les vrais placements sécurisés en France et est-ce qu'on peut vraiment viser ce 5%? Alors sécurisé, ça veut dire que tu as zéro risque de perte en capital, donc on peut citer les livrets réglementés, livret A, LDD, l'EP, donc livret A, tu as 22 900 et quelques de plafond, le LDD c'est 12 000, tu as un taux qui est passé à 1,5% en 2026, parce que ça suit l'inflation, donc c'est l'inflation plus 0,5, et puis vu que l'inflation est descendue en dessous de 1, et le taux va suivre. Donc, tu n'as pas un rendement à 5%. Les comptes à terme qui étaient redevenus à la mode en 2022-2023 ont aussi baissé. Là où tu pouvais avoir des taux à 4% en 2023, tu es plutôt à 1,5 sur 1,75 sur 6 mois, tu es plutôt à 2,5 sur un an ou deux. Attention, le compte à terme, tu as bien sûr des pénalités si tu retires avant. Donc tu bloques pendant 6 mois, 1 an. Si tu retires avant, tu as une pénalité du rendement. Donc c'est vraiment de l'argent que tu ne dois pas toucher. Je ne recommande pas forcément de faire des comptes à terme en 2026, ça ne sert à rien. Et tu as la fiscalité qui s'applique. Là où sur le LDD et livret A, tu n'as pas de fiscalité. Donc ton 1,5, c'est comme si tu faisais grosso modo du 2,2. Si tu as la fiscalité à 30%. Okay, à 31,4 même maintenant. 31,4 maintenant, effectivement. Tu as les supports monétaires. Donc les supports monétaires, c'est de l'obligation très très court terme. L'obligation d'État parfois à 1 mois. Ça c'est pareil, ça va suivre les taux courts. Donc plus aucun intérêt d'en faire. Pourquoi ? Parce que tu as un taux à 2%, tu as les frais de gestion des supports, tu es à 1, 1,5, 0 intérêt. Qu'est-ce qui nous reste ? Les obligations d'État. Donc les obligations d'État français, alors par définition elles sont sans risque à l'échéance, si tu détiens l'obligation jusqu'à l'échéance. Tu as deux risques en fait dans les obligations. Tu as le risque de défaut, donc si la France fait défaut, bon ça c'est un autre sujet, on aura d'autres problèmes. Et tu as le risque de duration. La duration, c'est la volatilité que va avoir ton obligation au cours de vie par rapport à la durée qui va rester. Donc imagine, tu achètes aujourd'hui une obligation d'État français à 3,5. Si demain les taux passent à 5, ton obligation va se casser la figure. Pourquoi ? Parce que les nouvelles obligations elles seront plus sexy, donc ton obligation elle va perdre de la valeur par rapport aux nouvelles sur 10 ans. Donc si tu la détiens jusqu'à l'échéance, tu vas retrouver ton capital à la fin et tes 3,5 par an. Par contre, si tu la vends en cours de vie, tu auras un risque de perte en capital. Donc il faut bien différencier. Pour finir, en termes de sans risque, on a le fonds euro.
Oui, parce que depuis le début, je le rappelle quand même, tu m'as donné aucun rendement à 5%. Ça arrive, je te regardais pour la fin. Et là, on arrive sur le fonds euro. Le fonds euro, qu'est-ce que c'est? C'est dans l'assurance vie, c'est quelque chose qui est garanti en capital par l'assureur, du moins. Et avec des offres bonus, on va y venir, on peut avoir des rendements à 5% net sur le fonds euro, voire un petit peu plus en 2026 avec les nouvelles offres. Et on va y venir, effectivement, c'est pas 5% sur la totalité de ta somme. Il y a des conditions pour bénéficier de ces offres. Mais tu as bien du rendement à 5% sans risque. Ok, et du coup, pour faire 5% de rendement sur une allocation globale, que puis-je faire aujourd'hui? Alors, en profitant de cette fameuse offre. C'est un objectif de performance. Je ne vais pas te garantir que tu vas faire 5% avec ce que je vais te dire, mais ce que je ferai aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait à titre personnel et ce qu'on conseille à nos clients pour viser un 5% net. Pour les profils équilibrés, clairement. Pour un profil prudent et équilibré. L'avantage, c'est que c'est quand le contexte de taux est haut, les taux longs sont hauts, c'est avantageux pour les épargnants qui ont de l'argent. Et c'est moins avantageux pour les investisseurs. Donc là, on en profite, même quand on est un profil prudent, on peut avoir un rendement plus sympa. Parce que je le rappelle, avant 2022, le fonds euro, ça rapportait 1 ou 1,5 et les obligations 2 ou 3. Donc là, aujourd'hui, ce que je fais pour un profil prudent, c'est que je fais 30%, 40% de fonds euros. Et avec des offres bonus des assureurs, si tu fais 30 ou 40% de fonds euros et le reste en unité de compte, on y vient après sur les unités de compte, tu as un bonus de 2% plus un bonus sur encours, grosso modo, qui te fait viser un rendement de plus de 5,2% net de frais de gestion sur le fonds euro. Donc là-dessus, tu as du 5,2% net. Bien sûr, on peut même aller presque jusqu'à 49% de fonds en euros. Ça dépend des assureurs. Mais effectivement, le 30% permet d'avoir plus. Et si on va jusqu'à 49%, on a des boosts qui vont. Donc déjà, presque la moitié de l'allocation est sécurisée pour un 5%. Exactement. Presque. Voilà. L'autre partie de l'allocation, c'est ce qu'on appelle des unités de compte. Donc c'est tout sauf du fonds euro. Tu pourrais me dire, ouais, on peut mettre du monétaire, comme ça je suis garanti en capital. Sauf que le monétaire, comme j'ai dit avant, ça n'aura aucun intérêt parce que tu vas avoir du 5% sur le fonds euro, mais tu auras du 1,5% sur 50% restant. Donc zéro intérêt. Autant faire du 100% fonds euro et pas avoir de bonus. Donc sur le reste, tu vas pouvoir mettre différentes choses. Des obligations avec de la faible duration et des notations investment grade. Donc c'est des obligations d'entreprise qui sont bien notées. Tu as des fonds de performance absolue, event driven, mais ça c'est plus complexe, mais c'est des fonds qui vont chercher une volatilité qui est très faible, avec un risque de perte en capital qui est réduit, qui existe, mais qui est réduit. Et du coup, c'est très important, enfin c'est très utile pour les personnes qui ont des profils prudents ou équilibrés, d'avoir une allocation effectivement avec un peu de fonds euros pour profiter du bonus, et le reste sur des supports qui sont peu volatiles. Il n'y a pas de garantie en capital sur ces supports-là, donc on sort du sujet du podcast, mais la volatilité est limitée. Donc ça te permet effectivement d'avoir une allocation qui vise un rendement net de 5%, avec un bonus sur 2 ans sur le fonds euro et une volatilité réduite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se dit 5%, c'est pas énorme. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'il y a 4 ans en arrière, pour faire du 5%, il fallait prendre du risque. Donc, il fallait faire des actions. Ce qu'on n'a pas forcément besoin de faire aujourd'hui. Tout à fait. Et puis, si on se retrouve avec 50% de fonds euros, 50% d'obligations, on a un niveau de risque qui est aux alentours des 1,6 sur l'échelle de 1 à 7. Ouais. Ce qui veut dire qu'on oscille sur une volatilité maximum, j'ai envie de dire, en termes de perte à -5, -10. Et encore, il faudrait vraiment que les obligations prennent une sacrée gamelle. Ouais. Mais c'est possible. C'est techniquement possible, mais c'est un scénario où c'est catastrophique. Où c'est un scénario où je pense que les actions perdent 40, -50. Et ce qui est bien à ce moment-là, c'est que tu as 50% de fonds euros qui ne peuvent pas bouger, qui peut te servir à renforcer d'autres classes actives. Et puis tes obligations ne prient que -20, tu perds que 10% sur ton portefeuille. Et les 90% restants, il faut les réorienter. Ouais, et puis pour qu'elles prennent -20, les obligations, il faut un événement de marché, il faut une crise de la dette grecque. Mais je préfère toujours dire qu'effectivement, il y a un risque sur la partie obligataire et que ça peut toujours arriver. Avant de passer aux autres placements qui peuvent vous permettre d'avoir du 5% de rendement et puis comprendre ce qu'on fait quand les taux vont baisser, on va vous demander de continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Vous le savez, un simple abonnement, ça nous aide à continuer à vous créer un contenu de très haute qualité. Allez Axel, maintenant qu'on a fait le tour de l'allocation qui pourrait être presque idéale pour un profil prudent ou équilibré, qu'est-ce que tu peux nous dire sur notamment les personnes qui vont défendre coûte que coûte l'immobilier papier? Il y en a qui vont effectivement défendre l'immobilier par rapport au fonds euro parce que le fonds euro, ça paraît pas sexy. Le fonds euro, c'est un truc de grand-mère, ça rapporte rien. Juste un chiffre, c'est que le fonds euro, je te dis 5%, c'est net de frais de gestion. Si tu prends en compte des frais de gestion de 1%, tu es à 6. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un support qui fait du 6% garantie en capital et totalement liquide. C'est impossible. Ça n'existe pas. Ça, dans le monde des bisounours peut-être, mais ça n'existe pas ici. Et d'ailleurs, petit détail, sur les offres bonus pour 2026 et 2027. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même 2 années. Ça dépend des assureurs, mais généralement, effectivement, ça dépend de l'assureur et du montant. Attention, c'est conditionné. Pour les SCPI, pour en revenir, alors c'est vrai qu'à une époque, c'était vendu comme du sans risque. Les SCPI, on dit ouais, l'immobilier, ça craint rien, c'est de la pierre, t'as des immeubles, ça peut pas baisser. Bon, la preuve est qu'il y en a qui ont pris -30, -40. Donc pour du sans risque, j'ai vu pire. Donc l'immobilier en diversification, pourquoi pas? Mais de là à dire que c'est du sans risque, pour moi, c'est faux. C'est totalement aberrant, sachant que tu as un risque de perte en capital aussi important que les actions. On l'a vu avec, en 2022-2023. La note de risque d'ailleurs est à 3 ou 4. Ouais, donc tu as de la liquidité, tu payes des frais importants. Donc l'immobilier, why not?
J'aime bien aussi en physique. Le mieux, c'est quand tu lèves de la dette. Mais aujourd'hui, de dire je vais mettre une allocation 100% SCPI parce que j'ai un profil de risque très faible, c'est aberrant. C'est aberrant parce que déjà, tu commences avec -12 de rendement, tu as des rendements au bout de 6 mois, tu as une fiscalité qui est importante et tu n'as pas une garantie en capital. Donc aujourd'hui, pour moi, l'immobilier, il n'y a pas trop de sens d'en faire au détriment du fonds euro parce que tu as le même rendement que sur du fonds euro quasiment. Sauf que le fonds euro, tu as 0 risque de perte en capital, tu n'as pas de frais d'entrée, si tu bosses avec un bon courtier, et tu as la liquidité immédiate qui te permet de basculer sur un autre actif. C'est aussi ça l'intérêt de ce contexte-là, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir attendre, donc sur du fonds euro, l'obligataire, avec peu de risques et des rendements entre 4 et 5%. Donc si demain, il y a un événement de marché, que ce soit sur l'immobilier ou les actions, toi, tu as une manne de liquidité qui te permet de renforcer et d'investir sur les actions si tu as le profil pour, en attendant à 5%. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais c'est un luxe qu'on n'avait pas depuis 10 ans. Là où il y a 3-4 ans en arrière, tu attendais à 1%. Donc attendre à 1%, c'est chiant, tu es obligé d'aller sur les actions. Aujourd'hui, on peut attendre à 4 ou 5 avec les bonus. Pourquoi s'en priver ? Non, on est totalement d'accord, Axel. Et du coup, comprenons que ce contexte est exceptionnel. Si le contexte change et que les taux baissent, que faut-il faire ? Alors, ça va pas durer éternellement, je pense, ce contexte de taux qui est favorable. Après, les taux longs, ça dépend de différents facteurs. Tu as le sujet de la dette, tu as le sujet de la géopolitique, tu as le sujet des tensions. Mais si demain les taux d'intérêt baissent, quelles sont les conséquences ? Déjà, le rendement sur le fonds euro, il va baisser. Bon, ça va être un peu décalé dans le temps parce que les assureurs font le stock d'obligations d'état des taux, mais de côté, tu as une espèce de roulement, mais ce qui fait qu'au final, sur 3 à 4 ans, les taux vont baisser. Et on va arriver du coup peut-être à des taux pas à 3 ou 4, on va peut-être arriver à des taux à 1,5, 2, 2,5 sur le fonds euro. Sur les obligations, ce qui va se passer, c'est que si les taux baissent, les obligations vont monter. Donc c'est le fonctionnement d'une obligation, ça fonctionne de manière inverse. Temporairement, attention. Elles vont monter temporairement, sauf si la baisse des taux est due à une récession de fou furieux, où au final, tu as toutes les boîtes qui font faillite, et auquel cas, tu as le risque de crédit qui augmente, qui est un risque aussi à prendre en compte dans l'obligation, et qui peut faire baisser le prix des obligations. Donc la variation de l'obligation, théoriquement, quand les taux baissent, elle monte, mais en fonction de l'origine de la crise, cette baisse des taux, la plus-value de la baisse des taux peut être compensée par une perte sur le crédit. Bon, ça, c'est plus complexe, c'est pas le sujet, mais voilà, en théorie, ça peut favoriser les obligations. Mais le sujet, par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que demain, ok, imaginons les taux baissent, mon obligation elle fait plus 10% parce que j'ai une duration importante, une maturité importante. Qu'est-ce que je fais après ? Et là, on revient au schéma pré-2022 où tu avais l'effet TINA, donc il n'y a pas zéro no alternative, où soit je me contente de mon 2 ou 3% sur le fonds euro, l'obligation, et ça me convient, c'est ok. Ou soit, si je veux retrouver un rendement à 4, 5, 6, je suis obligé de prendre un peu de risque. Et comment je prends un peu de risque ? Tu as différents niveaux de risque. Tu peux aller faire sur des fonds flexibles, tu peux aller sur des supports actions, tu peux faire du non-coté, tu peux aller faire un peu de SCPI, why not, à ce moment-là, parce que le sans risque ne rapporte plus. Mais encore une fois, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir du 4 ou 5% garanti sur un fonds euro. Je ne suis pas sûr que ça se reproduise. Donc j'invite les investisseurs à se sécuriser un bonus pendant 2 ans, et puis dans 2 ans, on verra. Et c'est pas garanti qu'on ait encore le même niveau de taux. Et si on est encore le même niveau de taux, tant mieux pour les épargnants parce qu'on sera dans un contexte où on pourra avoir des rendements sur les assurances vie sans risque à 4 ou 5%. Et ce fonds euro boosté, au final, nous, on joue aussi avec. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une opportunité plus élevée d'aller chercher du 8-9% et non pas de quitter du fonds en euro à 5 pour aller sur du 6, ça n'a aucun sens. Mais d'aller chercher du 8-9 quand l'opportunité est à 5 sur le fonds en euro, pourquoi pas se garder la marge de manœuvre d'arbitrer, comme tu l'as dit, si on a une grosse crise. Mais il faut avoir le potentiel de croissance en face. Et il faut avoir le profil d'investisseur pour. Parce que c'est pas parce que si par définition tu as une allocation. Si tu t'intéresses au placement sécurisé en 2026, c'est que tu n'as pas un profil offensif. Exactement. Donc voilà, attention, il ne faut pas aller chercher le rendement avant tout. C'est comme on dit à chaque fois, il ne faut pas prendre un profil investisseur qui n'est pas le nôtre parce que ça peut nous pousser à faire des bêtises. Tout ce qui est important à retenir, c'est qu'en 2026, tu peux avoir un rendement à 4 ou 5% avec une prise de risque très limitée grâce à ces offres bonus. On le rappelle, nous c'est simple, en tant que conseiller en investissement financier, SIF, agrégé par les autorités de contrôle, on a des différents profils. Et le profil prudent, c'est un risque maximum à 2. On peut avoir du 5% aujourd'hui sur un risque maximum à 2. Une hypothèse de jusqu'à 5% si les obligations se comportent bien, effectivement. Exactement, en gardant ce potentiel de risque. Exactement. Merci beaucoup Axel pour cet épisode. Merci également à vous d'être toujours aussi nombreux à liker, partager, commenter le contenu. N'hésitez pas surtout à vous abonner au contenu. La plupart d'entre vous écoutent le contenu et ne s'abonnent pas. C'est quand même dommage pour nous parce que ça nous montre aussi que vous appréciez le contenu et que vous voulez nous écouter toutes les semaines. Et si vous voulez aller plus loin, vous l'avez vu sur la table depuis le début, c'est Construis ton patrimoine. C'est le livre qu'il faut que vous ayez entre les mains car avec ce livre, vous allez tout comprendre sur l'investissement financier et notamment les placements sans risque. Merci beaucoup à vous et à bientôt.